tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir c'est une émission spéciale voix avec les éditions Audiolib. Ce soir, d'habitude, je passe les soirées avec des auteurs, j'interroge des auteurs. Ce soir, j'ai l'immense chance d'avoir une comédienne. Je vous présente Catherine Erhardy. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors, vous êtes comédienne et surtout la lectrice de ce merveilleux livre qui est sorti en version papier chez les éditions Belles Lettres, d'Irénée Vallejo, je pense que je l'ai bien prononcé, qui s'appelle L'infini dans un roseau. Et il y a un sous-titre, c'est L'invention des livres dans l'Antiquité. Nous allons parler de ce livre audio et nous avons aussi la chance d'avoir une responsable éditoriale de chez Audiolib, Nathalie Villena Vega. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Nathalie aussi. Ravie d'être oui, ici Nathalie, en bonne compagnie. Alors, avant de commencer, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui nous regardent qu'ils ont la possibilité de poser des questions à Catherine par mon intermédiaire, par écrit en utilisant le petit onglet « Converser » et je les récupérerai et les poserai à Catherine à la fin. Catherine, si vous voulez bien, on va commencer cette émission avec Nathalie, puisque Nathalie est responsable éditoriale chez Audiolib. Qu'est-ce que ça veut dire responsable éditorial dans une maison d'édition, Nathalie, et surtout chez Audiolib? Que faites-vous? La responsable éditoriale s'occupe de toutes sortes de tâches, mais les deux principales sont d'une part la constitution et la construction d'un programme éditorial, et qui ne se fait pas seulement par une personne, c'est toute une équipe et une réflexion commune. Et donc, la responsable éditoriale doit veiller à ce que ce soit cohérent, à ce qu'il y ait suffisamment de titres de toutes sortes, de la littérature, du polar, du suspense, du document. Dans notre cas en particulier, nous nous adressons au grand public, donc il faut un équilibre, une cohérence dans le choix éditorial que l'on fait. Donc, cette construction de ce programme est je dirais, la principale tâche. Et puis, la deuxième principale tâche est la mise en œuvre de nos projets pour faire en sorte que ce programme soit respecté et pour atteindre de l'excellence dans la production de ces audiolivres. Donc, il y a d'un côté le choix et d'un autre côté l'exécution. Donc, c'est tout ce travail essentiel que l'on développe toute en équipe. Mais voilà, donc je veille à ce que ça se fasse de la façon la plus simple possible, en essayant de résoudre les petits problèmes qui se présentent toujours dans l'exécution d'un travail. Donc, c'est vous qui avez choisi de mettre en version audio l'essai d'Irénée Vallejo. C'est vous qui avez choisi ce titre. Pourquoi avez-vous choisi? Alors, ce titre, déjà, nous avait été proposé. Bon, c'est souvent l'histoire de chaque titre. Et il nous parvient par le biais des maisons d'édition, mais aussi nous avons déjà repéré le titre par nos lectures et nos radars qui sont toujours alertes. Et donc, ce titre, on l'avait repéré d'un côté. Je l'avais lu en espagnol. Il avait eu un énorme succès en Espagne, un succès tout à fait inattendu, parce qu'il était sorti en 2019. Et après, il était passé par justement l'époque de la pandémie, donc le moment où les libraires fermaient et tout. Et malgré tout ça, le livre avait connu un succès totalement extraordinaire pour un essai. Et d'un autre côté, nous avions aussi reçu ce livre par le biais de l'éditeur. Et donc, c'était une belle rencontre des deux radars allumés, hein, qui étaient alertes. Et puis, le livre était tellement beau que pour nous, c'était une évidence de devoir le faire. C'était un livre, un hommage au livre, un essai qui se lit comme un roman, absolument passionnant, romanesque, avec une plume belle, une écriture magnifique. Donc, on ne pouvait pas vraiment se dire que ce n'était pas par hasard qu'il était arrivé à nous. Il y a des choses comme ça. Donc, nous qui aimons les livres, nous avons été immédiatement touchés par la plume d'Irénée Vallejo. C'est pourquoi on a décidé de le faire. Et on a eu la chance et l'honneur que les Belles Lettres puissent nous confier cette possibilité, puissent nous accorder cette possibilité. Donc, nous avons lancé le projet il y a quelques mois. Et puis, il y a quelques mois, nous avions choisi un studio, le studio Claire, pour travailler autour du livre d'Irénée Vallejo. Alors, j'ai une question très importante qui va intéresser beaucoup Catherine. Comment avez-vous choisi Catherine et pourquoi cette voix
particulière de Catherine. Pourquoi ce choix? Pourquoi Je ce crois choix? qu'elle ne connaît pas encore la réponse, donc elle est très... Non, Alors, écoute. pour, pour choisir une voix, nous faisons aussi quand même des castings. Donc, Ouais. parfois, il y a des évidences parce que on a une mémoire aussi auditive qui nous rappelle quelque chose. Pour ce livre-là, nous avions lancé un casting et néanmoins, il y avait déjà eu nous avions dans notre banque de voix, ou de souhaits plutôt, de travailler un jour avec des comédiens ou des comédiennes. Nous avions déjà repéré Catherine Herardi au préalable. Et il s'avère que c'est le studio Éclair qui nous avait proposé la voix de Catherine dans le casting. Et voilà, à l'écoute, les plusieurs voix que nous avions eu l'occasion de recevoir, ben, celle de Catherine c'est immédiatement imposée comme une évidence parce que c'était une voix chaude, une voix rassurante, une voix qui donnait le souffle romanesque que cet essai avait et qui nous emportait. C'était une voix ronde. Donc, il y avait tout de suite toutes les qualités requises pour faire en sorte que l'audiolecteur puisse être attrapé par cette histoire, hein, parce que c'est un essai, mais c'est aussi une belle histoire. Et donc que cette histoire soit immédiatement quelque chose que l'audiollecteur puisse ressentir avec le relief qu'il fallait donner à chaque personnage, parce que c'est une histoire qui se passe dans l'Antiquité, c'est l'histoire des livres dans l'Antiquité, mais avec une résonance aussi dans la vie actuelle, le moment actuel, par le biais de l'autrice qui se met aussi en tant que personnage, on va dire, narratrice à la première personne de cet essai. Et donc, il fallait pouvoir jongler entre ce récit omniscient qui raconte tout le passé, avec des personnages et des aventures incroyables. Et il fallait aussi qu'il y ait cette voix qui nous ramène vers le présent et qui nous permet de nous identifier avec cette lectrice, parce que l'autrice est une lectrice en premier lieu. Et donc, c'est de sa lecture et de sa passion pour les livres dont elle nous parle. Donc, il fallait vraiment pouvoir s'identifier à elle grâce à cette souplesse de la voix. Donc, c'est la voix de Catherine qui nous a paru immédiatement pouvoir faire ce travail si difficile et si délicat. Voilà. Merci, D'où Nathalie. c'est pourquoi nous étions heureuses de pouvoir enfin réunir ce souhait de travailler avec vous. Vous avez repéré dans la série, surtout à l'audiovisuel, et puis voilà, c'était une occasion en or à prendre. Catherine, est-ce que vous voulez répondre à ce que vous venez d'entendre? Non, je suis surprise d'avoir une voix rassurante, mais ça me rassure. C'est vrai que je vous confirme que dès qu'on enclenche le CD, votre voix est, c'est vrai, on est on est bien avec vous. Vous avez une voix qui est rassurante et c'est très agréable à écouter, vraiment. Bon, ben voilà. C'est tout à fait ça. Ça suffit. Avant que Je vais j'oublie quelque devenir chose de très rouge comme une tomate. Mais non, non. Quelque chose de très important, j'ai oublié de dire que le livre de Irénée Valliero est sorti aux éditions Belles Lettres et il a été traduit de l'espagnol par Anne Plantagenet, ça c'est très important. Et comme l'a dit Nathalie, il a été enregistré au studio Éclair et il y a à peu près 20h32 d'écoute, si j'ai une bonne mémoire. Donc maintenant, on va s'attaquer à interroger Catherine sur sa façon de travailler. Nathalie, on se retrouve tout à l'heure, vous nous rejoignez? Vous nous laissez Parfait, avec... tout à fait. Parfait, à tout à l'heure. Donc Catherine, à nous deux, je pense que Oui, à le nous trac, deux. quand on est une comédienne comme vous, on n'a pas le trac. Moi, je voudrais savoir quel est votre rapport avec la littérature et la lecture. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Dans ce métier, on a des plages où on ne travaille pas. Et c'est là où je suis très boulimique. Et puis il y a aussi des plages où je n'ai rien envie de lire du tout. Je fais quand même les choses par à coup, mais je lis. Hein. Je suis une lectrice. Donc c'est ça. Donc c'est ce côté lectrice qui vous a qui vous a amené à, je ne sais pas comment on dit, postuler ou passer des castings pour faire de la lecture pour des livres audio. Comment ça s'est passé? Comment êtes-vous arrivé jusqu'au livre audio? À la base, je me suis dit, j'aime lire et il y a beaucoup de livres où je m'aperçois que j'ai plaisir à le dire à voix haute et pourquoi pas transmettre de cette façon. En fait, voilà. Mais c'est par amour de la lecture. J'adore ça. Voilà. Donc, la lecture de L'infini dans un roseau, c'est votre premier enregistrement, donc Oui. on a dit au studio Éclair. Oui. Comment on se prépare pour... donc, j'imagine que déjà, vous avez eu la version papier entre les mains et que vous avez d'abord lu le roman ou comment vous êtes préparé à faire cette lecture? Alors,
En fait, j'ai passé l'été, enfin pas toute la journée, mais un long moment par jour où j'ai lu à voix haute le livre pour moi-même et à voix haute, hein, quand même. Ouais, ouais. C'est 600 pages à voix haute. Hein. Voilà. Et quand je suis arrivée en studio, en fait, j'étais dans une totale immersion. J'étais dans le livre, en fait. Et il faut ça, surtout pour ce type de livre. Voilà. Oui, alors moi je trouve qu'il y a une difficulté maximum, j'ai envie de dire, parce qu'en général, soit c'est l'auteur qui lit son livre, soit c'est des comédiens qui lisent un roman où il y a des personnages, où on peut incarner les personnages. Là, c'est un essai. Alors certes, les personnages principaux de cet essai, ce sont des livres et des auteurs. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés techniques par rapport à ça ou pas du tout, rien ne vous fait peur, vous Non, lisez... non, c'est pas que rien ne me fait peur. Il y a des choses qui me font peur. Hein. Mais là, non, parce que le sujet me passionnait. Et en fait, j'ai même pas eu des difficultés pour finalement me concentrer parce que j'étais tout le temps dedans, parce que j'étais contente d'apprendre des choses. Et d'ailleurs, quand je me suis préparée, j'ai pris des notes. Il y a plein de choses qui m'intéressent et je suis contente d'avoir le livre parce que je vais pouvoir le reparcourir de temps en temps. Pour des gens qui aiment la lecture, c'est passionnant. En plus, comme Nathalie l'a très bien dit, c'est pas un essai. C'est quelqu'un de très érudit, mais elle le raconte de telle façon que elle arrive à nous prendre de façon simple. C'est très clair, en fait. Voilà. Et ces heures d'enregistrement, parce qu'il y a quand même 20 heures, puisque chaque CD fait à peu près 10 heures. Il y en a un qui fait 10h30 et l'autre qui fait, je ne sais plus. Comment pas calculé. C'est compliqué? C'est fastidieux? Alors, le seul truc qui était compliqué pour moi, mais le seul, c'était de rester assise. Je suis quelqu'un qui aime bouger. Ouais. Alors, pas de problème de voix, pas de problème de concentration, tout ça. Non, non, non. J'aime, alors je le fais. Mais rester assise, là, j'ai eu un peu la trouille. Je me suis dit, je ne vais pas y arriver. En fait, j'y suis arrivée en me levant toutes les 2 heures et en faisant... Alors, moi, j'étais persuadée qu'on lisait debout parce que c'est vrai, c'est comme le chant. En général, quand on chante pas assis. Je crois qu'on peut. On peut. Mais enfin, bon. Ouais. Non, sur un tabouret, je sais pas, ou un truc un peu... On peut, mais non, 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 quand même. Et donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Comment dire? Est-ce que vous avez buté sur des choses? Est-ce qu'on vous a fait refaire plein de... Ou ça a été très fluide? Écoutez, moi, je suis quelqu'un, je suis la reine des fautes. Mais il y a des jours et des moments, c'est limpide, ça allait tout seul, je ne sais pas pourquoi. Et à d'autres moments, eh bien, je faisais une faute, toutes les pages, voilà. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec son état du moment. Hein. Donc, c'est physique de lire. Ouais, c'est physique quand même. Parce que, en plus, ce qui était marrant, c'est que je ressortais des séances quand même avec quelques courbatures. Donc, vous voyez. Ouais. Ouais, j'avais des courbatures. À force de lire ce texte, est-ce qu'il y a des passages que vous connaissez par cœur ou pas du tout? Vous avez lu mécaniquement comme un job, allez, je lis, voilà, mais... Non, non, je l'ai fait avec beaucoup de joie. Oui. Ça se sent, avec beaucoup de joie, pas comme un job, non. Non, ça s'entendrait. Ça s'entendrait quand même. Ce qui s'entend vraiment, c'est que l'amour que vous avez pour ce livre, on sent vraiment que vous avez aimé lire ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors, je dois dire qu'il y a quelque chose, vraiment, je vais le dire maintenant parce que vous nous le direz un passage après. Il y a un bonus dans ce livre audio, c'est qu'il y a le manifeste pour la lecture. Ouais, et ça, on sent vraiment que ça vous a beaucoup plu. Mais avant qu'on enchaîne sur d'autres questions, est-ce que vous pouvez nous lire un premier extrait parce qu'on aimerait bien entendre votre voix rassurante, chaude, je ne sais plus comment a dit Nathalie, encore un autre adjectif. Je ne sais pas, c'était... Alors, j'ai choisi un premier extrait. Je pense que ça peut interpeller l'auditeur. Alors, est-ce que vous voulez que je donne le chapitre ou pas du tout? Vous faites comme vous voulez. Comme je veux. Le maître, alors, je me lance. La passion du collectionneur de livres ressemble à celle du voyageur. Toute bibliothèque est un voyage. Tout livre est un passeport sans date de péremption. Alexandre a parcouru les routes d'Afrique et d'Asie
sans se séparer de son exemplaire de l'Iliade qu'il consultait, d'après les historiens, pour y glaner des conseils ou pour nourrir sa soif de grandeur. La lecture, comme une boussole, lui ouvrait les chemins de l'inconnu. Dans un monde chaotique, acquérir des livres est un acte d'équilibrisme au bord de l'abîme. C'est à cette conclusion qu'arrive Walter Benjamin dans son splendide essai intitulé « Je déballe ma bibliothèque ». Renouveler le vieux monde, tel est le plus profond désir du collectionneur quand il est poussé à acquérir de nouvelles choses. La bibliothèque d'Alexandrie fut une encyclopédie magique qui rassembla le savoir et les fictions de l'Antiquité pour empêcher leur dispersion et leur perte. Mais elle fut aussi conçue comme un espace nouveau d'où partiraient les routes vers le futur. Je saute quelques lignes. Hein. Par ailleurs, elle se rapprocha de l'idéal métis de l'empire rêvé par Alexandre. Le jeune roi, qui se maria avec 3 femmes étrangères et eut des enfants à moitié barbares, prévoyait, selon l'historien Diodore, de transférer la population européenne en Asie et inversement, afin de construire une communauté d'amitié et de liens familiers entre les 2 continents. Sa mort subite l'empêcha de réaliser ce projet de déportation, curieux mélange de violence et de désir de fraternité. Plus loin. La bibliothèque réalisa la meilleure partie du rêve d'Alexandre, son universalité, sa soif de connaissance, son singulier désir de fusion. Dans les rayons de livres d'Alexandrie, les frontières furent abolies et à cet endroit cohabitèrent enfin tranquilles les mots des Grecs, des Juifs, des Égyptiens, des Iraniens et des Indiens. Ce territoire mental fut peut-être l'unique espace hospitalier pour eux tous. Voilà mon premier extrait. J'aime beaucoup ce premier extrait, je vais rebondir. On a parlé de bibliothèque, vous avez une bibliothèque derrière vous. Oui. Est-ce que vous êtes plutôt du style à classer vos livres par ordre alphabétique ou par auteur, ou comment vous classez votre bibliothèque? C'est obligé de classer par ordre alphabétique. Il y a une partie qui est classée et l'autre, c'est n'importe quoi. Parce qu'il faudrait que j'ai une nouvelle bibliothèque. Parce qu'à chaque fois, il faut refaire et refaire. Et là, j'ai plus de place, donc ça s'empile. Je ne vais pas vous montrer, mais ça s'empile. Mais... Ça s'empile sur le sol. Une question bête, mais qu'on peut poser à tous les lecteurs. Est-ce que vous cornez vos livres, vous, ou est-ce que vous les gardez bien, vous les cassez pas? Vous êtes une lectrice précautionneuse ou ça vous peu importe? Vous, ce qui vous intéresse, c'est le texte et pas l'objet. Les livres que j'aime sont cornés, sont raturés. Ah, vous écrivez dans les livres, vous? Quoi? Vous je souligne. Comment on dit? Je surligne. C'est sacrilège. Ça. Sacrilège. Je ne vous prêterai jamais un livre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, mais quand on me prête un livre, je ne le fais pas, vous vous rendez compte? Voilà, j'ai beaucoup trop de respect pour les livres. Non, mais quand il y a des livres qui me passionnent tellement, voilà, je surligne et je les rachète après. Ah, intéressant. Pour les offrir. Ah. Alors, vous nous avez dit que vous étiez une grosse lectrice, mais vous êtes plutôt lecture contemporaine ou classique? J'aime tout. Tout? Ouais, tout. Et tous les styles peut-être. Alors, pas beaucoup les romans policiers. Voilà, pas trop. Pas trop. De temps en temps, ça me prend, mais c'est pas vraiment mon truc. Mais je lis des romans, je lis des essais, je lis beaucoup la poésie. J'adore la poésie. Non, je lis tout. Tout m'intéresse, en fait. Alors, il est question beaucoup de livres et d'auteurs dans cet essai, des auteurs qui ont compté pour elle et des livres qui ont compté pour elle. Vous, quels sont les livres qui ont compté pour vous et ceux que vous mettez dans votre panthéon, s'il y en a un? S'il y en a un? Non, un ou plusieurs, mais je veux dire, oui, un, mais oui, moi j'en ai un. Non, c'est pas possible parce que il y a quand même, j'y ai réfléchi. Hein. Oui. Pendant mon adolescence, c'est Tonio Krüger de Thomas Mann qui m'a saisi très fortement.
peut-être parce que le malaise qui est décrit, le malaise de Tonio Kruger, j'avais l'impression que c'était un peu le mien. Voilà, donc ça m'a saisi. Quand j'avais 10-12 ans, c'est le journal d'Anne Frank. Là, je pense que c'est un de mes passages dans le monde adulte. Voilà. Et plus tard, et là, non, parce qu'il y en a plein des livres, mais disons récemment, j'ai relu Martin Eden. Et là, je n'avais pas vraiment saisi. Je n'avais pas vraiment saisi de quoi il en retournait exactement. Et voilà, ça m'a... C'est un immense, immense roman. Immense. Il faudrait que tous les jeunes le lisent et plus tard, le relire. Voilà. C'est vrai. Mais il y a plein de livres. Oui. Que faire? Comment... Si on a bien compris quand même cette première expérience de lecture à voix haute pour un livre audio, ça vous a plu? Est-ce que vous seriez prête si demain on vous appelait, si l'audio-livre vous appelle demain en disant Catherine, on a besoin de vous pour ce livre-là. Vous avez envie? Mais non, vous êtes partie là. Ah ouais, mais j'ai très envie, évidemment. Vous mettez le... Je vous ai dit que j'aimais lire. Et j'aime lire à voix haute. Lire. Voilà, j'aime mais partager. Vous lisez extrêmement bien. Oui. Ouais, j'ai envie de partager. Parce que, voilà, je sais qu'il y a... Voilà, c'est pas n'importe quel exercice. Alors justement, qu'est-ce ça que me ça plaît, le travail de la voix, tout ça, de donner vie, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience de lecture à voix haute justement sur un texte J'ai découvert que j'étais plus patiente que je ne pensais. Voilà, c'est énorme. Pour moi, oui. C'est énorme. Et que je peux me concentrer longtemps. Il faut dire que j'étais très bien entourée au Studio Éclair. C'est quand même une équipe. Hein. Je ne suis pas toute seule. Je le dis parce qu'on ne fait rien seul. Voilà. Il y avait une belle équipe. Vous en doutiez de ce que vous êtes surpris par la patience et vous en doutiez de votre patience? De ma patience? Ouais. Oui. Parce que pourtant, quand on est comédienne, on passe du temps à attendre aussi, on travaille beaucoup sur ses textes. Oui, mais ce n'est pas la même patience. Ce n'est pas la même chose. C'est rester assise, tranquille. Voilà. Je me suis rendu compte, je suis beaucoup plus tranquille que je ne pensais. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est votre réponse par rapport à la difficulté. Vous avez dit que ce qui était plus difficile pour vous, c'était de rester assise. Mais vous ne parlez pas de votre voix. Quel est le rapport avec votre voix? Parce que si jamais demain vous êtes aphone, vous ne pourrez pas enregistrer un livre audio. Je ne serai pas aphone demain. Non, mais je veux dire, la voix, c'est quand même important pour une comédienne. Oui, c'est très important. Ouais. Alors, mon rapport à la voix, c'est comme le sport. Je travaille ça tous les jours. Tous les jours, j'ai mes vocalises. Je fais mes vocalises. Et là, justement, je viens de terminer une formation de 6 semaines sur la technique vocale du chanteur. Oh, c'était génial, absolument génial, avec des professeurs extraordinaires. Vous voyez, je travaille la voix. Je suis passionnée par le travail de la voix. Je crois que je devais être chanteuse dans une autre vie. J'ai une question encore plus technique. Vous êtes comédienne. Alors, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Votre corps ou votre voix? Parce que quand on est comédienne, il y a une gestuelle. Il y a quand même, vous êtes comédienne de théâtre en plus. Quand on chante, le corps participe. Là, pendant ces 6 semaines de formation, on a travaillé énormément sur le corps. Si votre corps n'est pas aligné, il y a certaines notes qui ne vont pas sortir. C'est étonnant, hein? Étonnant. C'est tout un travail sur la posture. Et est-ce que vous êtes musicienne ou pas du tout? Qu'est-ce que vous entendez par musicienne? Si j'ai une bonne oreille, si j'écoute de la musique? Non, parce que quand on est musicien, on a toujours une musicalité dans la voix. On a plus de facilité que quelqu'un qui ne sait pas chanter du tout, quoi, ou qui ne se joue pas d'un instrument. Je pense qu'il y a... Alors, j'ai joué d'un instrument. J'ai joué de la flûte traversière quand j'étais plus jeune. Et mon père était jazzman, entre autres. Donc, très jeune, je suis allée avec lui dans les clubs de jazz. Donc, ce n'est pas anodin parce qu'il y a de la rythmique dans les textes. Les auteurs, ils ont un rythme. Donc, j'imagine que vous, comme vous avez une certaine oreille musicale, ça vous a aidé. Je ne m'en rends pas compte, mais je vais y réfléchir à ça. Oui, ça compte. Ça compte pour donner un certain rythme. Pas, voilà. Mais le plus fort, c'est d'aimer ce qu'on lit.
c'est d'aimer lire déjà. Et, voilà. Et est-ce que vous seriez capable de lire un texte que vous n'aimez pas? Est-ce que ça pourrait arriver qu'un jour on vous dise, bon voilà, est-ce que vous seriez capable de dire, ben non, je ne peux pas le lire parce que je n'ai pas aimé ce texte, je n'aime pas cet auteur, je ne ferai pas le livre audio parce que je le Bah ouais. déteste. Oui. Bah oui. Si je déteste, bah, je vais être mauvaise. Hein. Non, je ne vais pas être bonne. Non, non, non. Si j'aime pas, je ne le ferai pas. Non, non. Non, non. Et est-ce qu'il y a des livres donc, évoqués par Irène Valero que vous n'aviez pas du tout d'affinité avec et qui finalement, ça vous a fait changer d'avis la façon dont elle en a parlé dans son essai? Alors, il n'y a pas de livres avec lesquels je n'avais pas d'affinité, mais par contre, elle évoque à un moment les fragments d'Héraclite, elle raconte l'histoire d'Héraclite, et donc moi j'ai repris les fragments, parce que enfin, c'est merveilleux, hein, les fragments d'Héraclite, mais je ne l'avais pas relu depuis très longtemps. Et puis, il y a une chose, c'est que je n'arrivais pas à aborder Emmanuel Lévinas, et il y a eu un endroit, je me demande si ce n'est pas dans le manifeste, où il y a une citation, elle évoque je vais vous lire. Vous voulez bien? Mais tout à fait. Voilà, ce qui m'a donné envie de lire Emmanuel Lévinas. Il faut quand même, faut le faire, hein, c'est quand même pas si simple. Alors, le philosophe Emmanuel Lévinas, lituanien, français d'adoption et juif, survivant d'un camp de concentration allemand, après avoir perdu toute sa famille à Auschwitz, écrirait « Mon accueil de l'autre est le fait décisif par lequel s'illuminent les choses. » Mon accueil de l'autre est le fait décisif par lequel s'illuminent les choses. C'est magnifique. Du coup, je lis Emmanuel Lévinas. Donc voilà. Non, il y a évidemment, elle évoque tellement de livres. Oui. Il est très riche. Il est très riche. Très, très riche. C'est très riche. Ça donne beaucoup d'envie. En plus, on sent que c'est une passionnée. Oui. Donc voilà. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec elle, ne serait-ce que par écrit Mais non. Bon, mais là, non. là, si Audiolib nous entend, il va falloir faire quelque chose quand même. Mais ouais, j'aimerais bien lui dire 2-3 choses importantes. Oui, oui, Je ne oui. vous demanderai pas quoi parce que ça vous regarde, mais oui, c'est important de... Je lui dirais que j'ai quand même eu un immense plaisir à lire et que j'ai un immense plaisir à relire certains paragraphes. Et il y a plein de choses qui m'ont plu. Plein de choses. Par exemple, parce que je l'évoque un peu dans cette première lecture, c'est qu'Alexandre le Grand avait cet idéal métis. Et moi, ça me touche énormément, ça. Moi, je viens de parents étrangers et je trouve que c'est très actuel. Oui, il faudrait avoir davantage un idéal métis pour un peu plus de paix dans ce monde. C'est peut-être une utopie, mais j'y tiens. Mais vous avez raison. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous avez lu Kent Kurz? Parce que Kent Kurz écrit beaucoup sur Alexandre. Non, mais je ne connaissais pas bien Alexandre le Grand. Je connaissais pas son histoire, pas bien, à part que c'était un conquérant. Bon, voilà, il n'était pas que ça en fait. Non. Et qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qu'elle écrit sur les librairies, parce qu'il y a un passage là-dessus, sur les livres, ça vous a évoqué quoi, tout ça? Oh, les librairies. La peau des livres, il y a même un... Oh, c'est génial ça, parce que pour moi, j'aime l'objet. Vous savez, j'aime le livre comme objet. J'ai quand même... Il y a quelques livres, vous voyez, que j'achète, je ne les ai pas encore lus, mais je les lirai. Mais il faut que ça soit au bon moment. Mais j'ai un rapport très physique avec les livres. J'aime le papier. C'est pour ça que ça m'a tellement plu qu'elle raconte l'histoire, comment ça s'est fabriqué, tout ça, parce que j'aime le papier. Je fais collection de cahiers. Catherine, vous avez... Moi, je l'ai en version audio-livre, je vais le montrer. Donc, il est très oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer à l'écran la version papier qui est sortie aux éditions Belles Lettres? Voilà. On voit bien? Oui, on le voit bien.
Donc, on voit bien que c'est un gros livre. Mais vous inquiétez pas, amis lecteurs, dès qu'on rentre dedans, on n'a pas envie Oui, de lâcher, on n'est pas... oui. On est pris. Il y a un très beau visuel. Voilà, c'est un roseau. Il est magnifique, ce Ouais, visuel. Mais on ouais, posera c'est la très, question très joli cette illustration. Je n'ai pas ouais, regardé qui l'a fait, mais c'est très beau. on Ouais, demandera à Nathalie qui reviendra à la fin pour les questions. Est-ce que ouais. vous avez encore un extrait à nous lire ou... Oui. J'ai un extrait parce que ce qui est sympa, c'est qu'à des moments, elle s'adresse directement au lecteur, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Ça casse le rythme et tout d'un coup, on est concerné. Allez, Donc, on écoute. alors, comme la lumière chez moi n'est pas extraordinaire, je vais essayer de un peu mieux essaye de mettre un peu plus de lumière, mais bon. Allez, on fait de son mieux. Allez-y. Parlons un instant de toi qui lis ces lignes. À présent, le livre ouvert entre les mains, tu te consacres à une activité mystérieuse et inquiétante, même si l'habitude t'interdit de t'étonner de ce que tu es en train de faire. Réfléchis bien. Tu es silencieux, silencieuse, parcourant des yeux des rangées de lettres qui ont un sens pour toi et te communiquent des idées indépendantes du monde qui t'entoure en ce moment même. Tu t'es retiré, pour ainsi dire, dans une pièce intérieure où on te parle de personnes absentes, c'est-à-dire de fantômes visibles seulement pour toi. Dans le cas présent, mon jeu spectral, et où le temps passe plus ou moins vite selon ton intérêt ou ton ennui. Tu as créé une réalité parallèle, semblable à l'illusion cinématographique, une réalité qui dépend juste de toi. Tu peux à tout moment détourner les yeux de ce paragraphe et retourner participer à l'action et au mouvement du monde extérieur. Mais en attendant, tu restes à la marge, où tu as choisi d'être. Il y a une aura presque magique dans tout cela. Plus loin. C'est pourquoi sans doute les premiers à lire comme toi en silence, en conversation muette avec l'écrivain, attirèrent puissamment l'attention. Au IVe siècle, saint Augustin fut tellement étonné de voir l'évêque Ambroise de Milan lire ainsi qu'il le mentionna dans ses confessions. C'est la première fois que quelqu'un faisait cela devant lui, ce qui manifestement lui parut hors du commun. Quand il lit, nous raconte-t-il avec stupéfaction, ses yeux parcourent les pages et son cerveau comprend ce qu'ils disent, mais sa langue se tait. Saint Augustin se rend compte que ce lecteur n'est pas à côté de lui, malgré sa grande proximité physique, mais qu'il s'est échappé dans un autre monde, plus libre et fluide, choisi par lui, qu'il voyage sans bouger et sans révéler à personne où il est. Ce spectacle lui semble déconcertant et fascinant. Tu es un type très particulier de lecteur, de lectrice, et tu descends d'une généalogie de pionniers. Ce dialogue silencieux entre toi et moi, libre et secret, est une invention incroyable. Ah, j'aime bien cet extrait. C'est toujours Ouais. magique d'entendre lire un comédien parce qu'il y a toujours. Alors, moi, je tiens à dire que c'est pas moi qui ai choisi les extraits, c'est Catherine qui a choisi les trois Ouais, extraits. donc la faute m'en incombe. Non, c'est pas ça. C'est que je voulais savoir comment vous avez fait pour les choisir et pourquoi cela précisément. Alors j'ai choisi le premier extrait parce que dans mes notes et dans ce qui me restait, comme je vous l'ai dit, l'idéal métis m'a vraiment étreint. Et le deuxième extrait parce que ça s'adresse directement au lecteur et donc pour faire comprendre aux gens que ce livre est très vivant. Et voilà. Et le troisième, si on a le temps, évoque Héraclite. Oui. Voilà. On a le temps. Alors, il y a une question qui a été posée lors d'une interview à Irénée Valguero sur Ouais. quel livre, c'était pour une interview pour Audiolib justement, quel livre elle emmènerait sur une île déserte. Elle a Ah répondu. oui, je l'ai regardé. Je Et l'ai vous, regardé. vous emmèneriez quoi? Alors, on a compris qu'il y en a beaucoup, que vous mais alors s'il n'y en avait qu'un, là c'est un. D'abord, je tiens à dire que je n'ai Oui. absolument pas l'intention de partir.
sur une île déserte, mais alors j'ai vraiment pas du tout Le envie. premier qui osera me dire je pars avec une liseuse, comme ça j'ai 10 000 livres dans ma liseuse, ce n'est pas une réponse. Non, je sais. Un livre Mais bon, physique. je réfléchis. Bon, alors, je pars sur une île déserte. Bon, un livre, c'est pas très original, mais je pars avec la Bible quand même, parce que c'est sans fin. Voilà, Oui. c'est notre histoire. Tout y est, c'est sans fin. Bon, mais si j'arrive à amadouer la personne qui m'expédie sur une île déserte, je prendrai un énorme recueil de poésie pour les apprendre, pour me bercer, pour rêver, pour l'imagination, pour l'inspiration, pour tout, pour la prière, pour tout. Et Ah non, si vraiment, si j'arrive à amadouer la personne qui me force à partir sur une île déserte, je lui demanderai, enfin, je lui demanderai de partir avec le journal d'Étil Soum. Parce que donc là, vous avez un excédent de bagages trop gros, là, je pense. non, non, je peux négocier. Donc le dictionnaire, non, ça vous intéresse? Parce que souvent les gens disent un dictionnaire. C'est marrant. Bah, c'est vrai que c'est pas bête. Hein. J'en aurais peut-être besoin. Non, je pourrais inventer les significations. Non, bah, si je négocie très très bien, je partirai avec un dictionnaire. Ouais. Et il y a des l'Odyssée aussi, non? Pour ajouter. Eh ben, justement, c'est à la lecture de ce livre, je me suis dit, il faut que je lise l'Iliade et l'Odyssée. Ouais. Là, je me suis dit, non, là, il va Le falloir relire que ou je le m'y lire? attelle. Vous l'aviez jamais lu? Non, Ah, alors vous allez faire une belle découverte. ouais. Là, il faut que je le lise. Voilà, ça fait partie. Elle donne envie aussi. Ouais, très. Elle a une façon de revisiter, quoi. Revisiter, je ne sais pas si le mot est exact, mais c'est vrai qu'elle donne encore plus envie de. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu envie de. Bon, moi, je l'ai lu plusieurs fois, mais c'est vrai que ça donne envie d'y retourner quand même. Oui. Il y a pléthore de livres, hein, donc elle évoque tellement de livres. Il faut faire un choix. Hein. Ouais. Bon, c'est bien, vous avez bien répondu. Donc, c'est pas moi qui vous sera J'ai bien là-dedans, qui vous répondu. laisser passer avec tous ces livres, parce que moi, c'était un. Hein. Donc, Oui. je vous accorde que la poésie, c'est plus. Moi, je trouve intéressant votre réponse sur la poésie, parce qu'effectivement, ça peut permettre à la mémoire de fonctionner, ça peut l'évasion, oui, non, C'est pour l'imaginaire, Oui, l'imaginaire. parce que la grande poésie vous élève toujours. C'est voilà. Et pas la grande littérature. La littérature ne vous élève pas, vous. Si, mais la poésie, c'est direct. C'est pur. La poésie, c'est pur. C'est Très intéressant voilà. ce que vous êtes en train de nous dire. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je m'interroge sur le livre audio. Et je me suis dit, je n'aime la poésie qu'à voix haute. Lire comme ça, à plat, bon, vraiment, ça n'évoque rien. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a certains livres, si je les entends lus à voix haute, peut-être que je les apprécierais. Mais voilà. tout à fait. Je me suis posé cette question. Ça, c'est la puissance de la voix, parce que moi qui n'étais pas... Alors attention, je vais me faire frapper par les gens d'Audioli, mais depuis que je travaille avec eux, j'écoute beaucoup de livres audio, et Oui. je trouve que la voix fait beaucoup, et parfois ça donne une autre vision du livre qu'on a lu en version papier. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent, et je vais la redire, cette phrase qu'ils adorent, c'est ne le lisez pas, mais écoutez-le. Effectivement, ça prend tout son sens, parce que écouter, tout le monde n'est pas capable d'écouter, mais quand on écoute un livre audio, il se passe des choses. Ouais, je pense que bon, c'est orienté, hein. Une voix, elle oriente, hein. Oui. Quand même, hein. C'est vrai que si on n'aime pas la voix, ça passe beaucoup moins bien. Pardon? Je dis, c'est vrai que quand on n'aime pas la voix, il y a une voix qui nous dérange, ça va moins bien passer. Oui, et puis j'ai jamais eu ce souci. La personne amène son monde dans la voix. Elle amène son imaginaire. C'est autre chose. Mais par rapport à la poésie, je me dis, ça, c'est intéressant quand même. Alors, je vais faire revenir Nathalie, si elle veut bien se reconnecter, parce que j'aimerais bien lui poser la question sur le titre, L'infini dans un roseau. Je vais remontrer le livre audio, si elle peut.
je vois qu'elle a remis son son, mais ce serait bien qu'on la voit aussi. Bah oui. Parce que ce n'est pas que sur la voix, même si c'est très important. J'essaye de me reconnecter. Bah non, c'est pas que la voix, bien sûr. C'est parfait. Écrire des livres. C'est Voilà. parfait. Voilà. Est-ce que Nathalie peut nous, parce qu'il y a des questions sur le titre, est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre? Et bon, vous n'avez pas parlé à la place de l'auteur, mais est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications sur ce titre? Oui, oui, en fait, c'est une traduction quasiment littérale du titre déjà en espagnol, hein. Et La Finidenza Rosso parle de ce roseau à partir duquel on fabrique le papyrus. Oui. Et le papyrus peut contenir tout l'imaginaire. En fait, ce sont les livres, hein, c'est un lien avec la nature aussi. Donc, c'est à partir de ce simple et humble, entre guillemets, roseau que l'on peut accéder à l'infini de l'imagination humaine. Et c'est pour ça aussi, c'est dans cette élégance du choix de titre qui est mariée à l'élégance de ce dessin d'un simple roseau, un dessin botanique, justement, vous en parliez tout à l'heure, un dessin botanique choisi par l'éditeur espagnol qui a été exactement repris par les belles lettres, que l'on peut aussi déjà percevoir ce que sera la plume de l'autrice. Parce elle raconte cette histoire avec une très grande élégance. Et c'est dans la délicatesse qu'elle nous fait passer toute son érudition sans nous étourdir, sans nous effrayer. Oui, exactement. Exactement. Les textes érudits peuvent faire peur. Et néanmoins, Oui. c'est amené d'une façon si délicate et si gentille, si agréable que le lecteur de livre en papier, n'est pas effrayé, ne reste pas à l'extérieur. Il est immédiatement inséré dans l'expérience de lecture. C'est ça qui est... Est-ce qu'il vous arrive de changer les couvertures chez Audio? Parce qu'on le sait qu'en livre en format poche, souvent l'éditeur poche a la possibilité de changer le visuel. Est-ce que vous, chez Audiolib, vous restez fidèle au visuel de la version papier ou de temps en temps, vous avez la possibilité de changer les visuels? Lorsque le livre est publié dans plusieurs versions, poche Oui. au grand format, nous avons le choix. En fait, parfois, il y a des livres un peu anciens aussi, pas d'auteurs qui ont publié des textes qui datent, donc qui ont eu plusieurs vies. Nous avons même le choix de plusieurs couvertures, même aux poches. Et donc, c'est un choix aussi esthétique et aussi un choix lié à la mémoire de l'audiolecteur ou du lecteur, hein. C'est la couverture qui reste le plus à la mémoire, qui a été le plus diffusée. Donc, c'est toute une réflexion que l'on a. Après, on tient en compte notre format aussi. Donc, Oui. il y a des couvertures qui se prêtent plus ou moins à certains choix. Il y a parfois des bandeaux à rajouter. Donc, c'est tout un équilibre, un côté esthétique aussi que l'on soigne pour produire un livre joli. Et je voulais aussi montrer le manifeste pour la Ah oui, lecture que j'adore. Catherine, vous n'avez pas eu l'occasion de voir encore. Ce Ah ouais, manifeste c'est beau. oui, il a été distribué auprès des libraires et nous l'avons aussi, nous l'avons libre de distribution aussi à Ouais, l'audio. magnifique. C'est un manifeste qui préparait en fait l'arrivée du livre et qui est un texte court de l'autrice destiné à, à défendre le livre de tout notre cœur parce que le livre est finalement un rempart face à la difficulté de la vie et à l'agression aussi de l'excès d'information qui nous éloigne de la véritable connaissance. Et donc, il y a dans ce manifeste un appel à chacun d'entre nous, hein, un appel pour ne pas abandonner la lecture, pour défendre la lecture. Et une chose que je voulais aussi signaler de ce livre, c'est que dans son récit de ce que les livres ont été en Antiquité, il y a un reflet quasiment immédiat, un effet de miroir que l'on peut établir avec toute la chaîne du livre d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait déjà des acteurs d'une chaîne du livre Ouais. qui œuvraient pour que le livre puisse exister déjà et puisse arriver à la bibliothèque. Et donc, on peut aisément retrouver les équivalences, les comparaisons. On peut retrouver les équivalences avec des booktubers. Vous avez un tri déjà. Voilà, des fandoms, tout ça. Incroyable. Et c'est ça qui est joli. Et elle arrive à connecter l'Antiquité et la vie actuelle et à voir comment le livre avait déjà une existence, une critique. Il y avait déjà des fans de certains auteurs, il y avait des best-sellers. Tout ce que l'on connaît aujourd'hui existait déjà autrefois. Donc, c'est tout ça qui se retrouve ici, entremêlé de façon magistrale
et belle, ben, voilà, que l'on a souhaité de tout notre cœur, on a souhaité faire partager par la voix, grâce à la voix de Catherine auprès des autres Catherine, électeurs. on va vous faire passer le manifeste en version papier parce que vous êtes l'ambassadrice de l'infonie dans un roseau, donc il est bien normal qu'on vous fasse Ah, c'est parvenir trop très gentil, rapidement le merci. manifeste, que je sais que ça vous tient Ah très à non, cœur. ouais, ouais, parce que bon, voilà, Ouais. le livre, c'est pas n'importe quoi quand même, hein. Voilà. Et Nathalie, il va falloir organiser une entrevue ou un échange entre Catherine et Irénée parce que je crois qu'elles ont des choses à se dire, quoi. Surtout Catherine a des choses à dire. Voilà, si je peux faire le médiateur. Le libraire Avec, est un passeur d'idées, de choses, de livres, voilà. Mais il y a quand même des Ouais. questions pour Catherine, elle ne va pas y échapper. Il y a Ah, Aurélie qui se dit, je crois savoir que Catherine fait des campagnes radio de publicité. Quelle est oui, la différence de travail entre celle qu'on fait pour une annonce publicitaire et celle d'une lecture d'un livre audio? c'est un autre exercice. D'abord, souvent, C'est plus j'ai court, fait non? des... C'est plus Quoi? court. C'est beaucoup plus court. Oui, mais c'est autre chose. Ouais. C'est beaucoup plus court, mais ça peut être beaucoup plus difficile du coup, parce qu'il ne faut pas se louper. Voilà. Mais en même temps, souvent, moi, j'ai fait beaucoup de plus que la voix signature, j'ai fait des voix jouées. Ça, Mm. j'adore. Oh, c'est drôle, quoi. Faut se Et, lâcher, hein. et le doublage, ça vous Pas du intéresse? tout. Je Ah ne non, fais pas de doublage. non, ça. On a dans notre métier plein de secteurs différents. J'en ai fait, bien sûr, mais très peu. Il y a des gens Alors, qui sont extrêmement doués hein, pour le ouais, doublage. ouais. Camille rebondit sur vous avez parlé de vos stages de chant et Camille Oui. demande si vous avez fait des stages de lecture à voix haute. Alors, j'ai fait, voilà, quand même, ça c'est important parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné comment dit-on, des repères. J'ai fait une formation en livre audio sur une semaine et ça m'a donné des repères pour préparer. C'est pas pour ça que je vais les suivre tous, mais ce qui est important, c'est de savoir où on va. Et moi, j'adore apprendre, donc ça sera sans fin jusqu'à la fin de mon existence. Et alors justement, Jean, lui, se demande est-ce que vous vous enregistrez quand vous faites vos exercices de lecture à voix haute ou pas du tout? Et Pas est-ce que du vous tout. voyez une évolution? Bon, pour voir Non, je ne le l'évolution, fais pas. Je ne le fais pas parce qu'on n'est pas... Enfin, moi, je parle en mon nom, je ne suis pas une très bonne critique de moi-même. Voilà. qu'il Donc, est. je vais trouver des choses pas bien alors que peut-être que c'est là où c'est vivant. Vous voyez, on essaye trop, enfin, moi, j'essaye trop d'être dans une certaine maîtrise qui ne veut rien dire. Euh, non, je ne m'enregistre pas, non, non, non. Je fais confiance à la vie. Alors, Génie, voilà. je vais essayer de retranscrire au mieux la question de Valérie qui demande est-ce qu'il y a une tendance ou une mode de lecture? Et je pense que c'est par rapport aux intonations de voix. Effectivement, moi je le prends comme ça parce que c'est vrai que quand vous écoutez les voix en télé, on a l'impression que c'est toujours la même personne qui fait TF1, France 2, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une Alors, je certaine... pense il doit y avoir une musique. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Il doit y avoir une musique un peu à la mode. C'est vrai que je suis surprise. Quelquefois, je trouve que les gens parlent tous un peu de la même façon, avec les mêmes intonations et même le même vocabulaire. Donc, oui, 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 certainement. Mais un acteur, il doit avoir son identité quand même. Sinon, quel dommage. Moi, c'est pour ça que je travaille la voix, parce que ce que je trouve chouette, c'est quand on entend quelqu'un, on se dit ah, tiens, c'est un tel, c'est une telle, c'est génial. Moi, ça me passionne. Alors moi j'ai une question très intéressante. Est-ce qu'un Ah, jour ah. Catherine Erardi écrira un livre? Est-ce que ça vous a donné J'écris en envie ce d'écrire? moment. Ah, Ouais. donc vous avez envie. J'aimerais, oh là là, pourvu qu'on me donne la force de le finir. Pourvu. Ouais, ouais. Mais ça,
Intéressant. Bien sûr. Et comme Un ça, livre. peut-être qu'un jour, il va être publié et qu'un jour, il sortira chez Audiolib, lu par quelqu'un d'autre. Et la boucle sera bouclée. Exactement, pas par moi, au secours. Pourquoi pas, c'est intéressant aussi. Hein. On avait reçu, Ouais. grâce aux éditions Audiolib, on avait reçu Isabelle Carré qui avait lu son Ah propre ouais, texte. elle écrit Et c'est toujours très merveilleusement. intéressant d'avoir un auteur qui lit son texte parce qu'il y a des Ça millions va de être questions. facile. Voilà, ça ne doit pas être facile, Non. mais c'est un bon exercice. Non. Est-ce que Nathalie a une question à poser à Catherine, tant qu'on a Catherine avec nous ce soir? Catherine, j'aimerais savoir si cette expérience de lecture vous a paru difficile. Est-ce que vous avez trouvé une difficulté dans l'expérience de lecture, pas forcément liée au livre, mais dans cette façon de transmettre un peu dans cette tâche, parce que c'est quand même une responsabilité, celle de transmettre Oui. l'esprit d'un livre par le biais de la voix. Bah, écoutez, j'ai pas eu vraiment de difficultés parce que ce livre est merveilleusement écrit, merveilleusement traduit. Donc, c'est énorme. Ça aurait été... ce qui a été quelquefois difficile, c'est qu'il faut rester concentré très, très longtemps. Mais si vous voulez, comme le sujet me passionnait, moi, tout mon travail et tout mon cœur, je l'ai mis dans le fait de rester vraiment collé à ce qu'elle avait envie de transmettre. Donc, ça m'a beaucoup inspirée. Et là où elle m'a... Et je lui dois ça quand même. Je lui dois d'avoir découvert que je suis capable de me concentrer très longtemps sur quelque chose qui m'intéresse. Mais bon, Vous je avez lui dois. intérêt, vous avez intérêt à trouver un autre livre pour Catherine à lire Oui. qui l'intéresse autant que celui-ci. Parce que là, je crois qu'on est quand même dans un niveau qui est assez... C'est vrai. C'était un beau début. Ouais. Au début. Non, non, j'ai pas eu de réelles difficultés. J'étais dans un super environnement avec une direction artistique, des gens qui ne m'ont pas lâché. Tout ça, ça compte. Voilà, ça compte. Vous avez passé combien de jours à lire tout ça? J'ai pas compté. Je me suis juste avant juste avant l'émission, j'en bafouille. Je me suis dit mince, je suis sûre qu'elles vont me poser la question combien Et de voilà. temps, parce que les gens me demandent combien de temps, mais il faudrait que j'aille chercher mon agenda, que je calcule. Est-ce que Nathalie le sait, ça? Peut-être. Alors, ça doit être environ 15, non, de 10 à 12 demi-journées. Donc, ça veut dire en journée complète, peut-être 6 à 7 journées complètes d'enregistrement. 2 journées complètes, 8 heures de lecture. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était bon. Non, mais c'était bon. Comment on sort de là, justement? Parce qu'on est enfermé dans un studio où il n'y a pas, j'imagine, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas, voilà. Quand on sort, il se passe quoi quand on On sort fait du des studio? kilomètres à pied. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on est guidé Je quand marchais comme une malade mentale. Arrivée chez moi, je faisais 30 salutations au soleil. Non, mais c'est vrai. Hein. Après, il faut sortir, hein, parce qu'il faut respirer. Un studio, c'est... Oui, c'est ça. C'est Ouais. très compliqué. Dès qu'on ouvre la porte, j'imagine qu'il y a l'air qui arrive déjà. Donc Voilà, voilà. Et puis quand on on a sort lu de toute la la grotte. journée. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais je crois que c'est très physique et très, très prenant, quoi. Ouais, c'est physique. Et on sort fatigué. Hein. Je n'ai pas eu de problème de sommeil. Mais j'ai quand même une vie de nonne. C'est-à-dire, je ne suis pas sortie. Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas Ouais. possible. Pour la voix, pour tout. Je dis sérieusement, non, mais ce n'est pas possible. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Donc c'est quand même important votre voix. Si jamais vous avez un souci de voix, c'est que c'est quand même votre outil de travail quelque part. Oui. C'est comme votre corps. Ouais. Donc Oui, oui. c'est très Oui, oui. important. Est-ce que vous auriez alors, à part L'infini dans un roseau aux éditions Belles Lettres, et Audiolib, est-ce que vous avez un livre à conseiller à nos amis lecteurs qui nous regardent? Oh, mes amis lecteurs, j'ai tellement de livres à vous conseiller, mais je pourrais conseiller un livre que je lis en ce moment. Et ne me faites pas le coup de Lille où vous m'en donnez 10 000 un livre. Non, je vais vous en donner un, c'est celui que je lis en ce moment. Oui. C'est Filles de Camille Laurens. C'est chez Gallimard, hein, si j'ai Ouais. bonne mémoire. C'est fort, c'est un très grand auteur, très, très grand auteur. Voilà. Et j'aimerais aussi, mais je vais m'arrêter. Oui.
Moi, je dis qu'il faut quand même aller en librairie ou commander où vous voulez chez votre libraire ou sur des... Voilà. Vous allez commander cet audio-libre parce qu'il faut vraiment écouter la voix de Catherine Erhardy qui lit L'infini dans un roseau parce qu'il y a une autre dimension. Effectivement, je suis d'accord avec Nathalie, cette voix est très rassurante et chaude. Je sais plus, c'était quoi le troisième adjectif, ce qu'on cherche depuis tout à l'heure, Nathalie, que vous avez Non, je utilisé? ne cherche pas, c'est elle. Peut-être qui arrivait à transmettre le souffle romanesque de cet Voilà, essai. Il y a ça un c'est souffle romanesque. sûr. Ça, parce qu'il y a ça dans ce livre. Il y a ça, il y a un souffle. Ah, ce que j'ai Alors, aimé. moi, je ne l'avais pas lu en version papier et Catherine m'a donné envie, puisque je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, et elle m'a donné aussi envie d'aller le lire en version papier. Donc voilà, vous l'avez là, chez Audiolib, allez-y, allez écouter. Et vous l'avez aussi aux éditions Belles Lettres. Mesdames, je vais vous remercier d'avoir été avec moi ce soir. Un grand merci Nathalie de nous avoir expliqué quel était votre métier voilà, aux éditions Audiolib et de nous avoir éclairé sur votre travail éditorial. Un grand merci Catherine d'avoir répondu Merci à toutes les deux. C'était sympa comme tout. Merci Nathalie, merci Voilà. Catherine. D'avoir lu. Nous, on se retrouvera le 25 novembre à 19 h avec Pierre Vergely pour son livre Le monde qui reste, qui est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Je vous souhaite, mesdames, une belle soirée, un grand je ne sais pas quoi. Mais je voudrais aussi remercier chaleureusement les éditions Audiolib qui me font confiance et qui me confient toujours leurs soirées. C'est avec bonheur que je les anime et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Mesdames, bonsoir et à bientôt, j'espère. À bientôt. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Bonsoir.